Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va dans le quartier Saint-Roch à Québec découvrir une assez nouvelle distillerie, la distillerie Apicole. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc aujourd'hui, je suis avec Frédéric Dutil. Bonjour Frédéric. Bonjour, Patrick. Ça va bien? Oui, effectivement. Hey, là, j'en connaissais pas beaucoup sur ta distillerie. Fait que je vais l'apprendre en même temps que les auditeurs. J'ai plein de questions pour toi. J'ai hâte d'en apprendre plus. Fait que toi, d'où est venue ta passion pour ce que tu fais là? T'es-tu commencé avec le miel, avec l'hydromel, tout de suite dans le fort? Comment que ça s'est passé? Oui, en fait, étudiant en génie chimique dans le début 90, c'est sûr que j'ai un background vraiment qui, sans le savoir, m'orientait vers ça. Là. Histoire courte, la distillation en 91, quand j'ai fait mon cours, c'était vraiment mon cours que j'haïssais le plus. Hein. Ça, c'est un peu paradoxal, puisque à cette époque, il n'y avait pas vraiment d'idée qu'on pourrait se construire une distillerie parce que la réglementation était fermée. Et puis, c'était surtout orienté vers le pétrole, la fabrication de pétrole, alors que moi, j'avais vraiment une fibre environnementale. Et puis, ben là, tu comprendras que cette fibre environnementale-là m'a suivi jusqu'au bout. Donc, c'est, mettons, l'initiation côté compétences, connaissances. Là. Mais dernièrement, dans les dernières 5 années, oui, je me suis embarqué dans de l'apiculture, au début plus hobby, puis on a commencé à grossir le cheptel, le nombre de colonies. Et puis, sont arrivés les changements réglementaires que j'attendais avec impatience. Pendant ce temps-là, moi, dans mon sous-sol, je faisais des petits essais avec une colonne garnie là, que j'avais construite de mes mains. Et puis, donc, je me suis rendu compte que c'était tout un monde, mais tellement intéressant, la distillation, là, avec des possibilités immenses. À ce moment-là, j'ai distillé, j'ai à peu près tout fermenté, tout distillé, sauf ce que je dis des vieilles paires de bas. Là. Mais donc, à part ça, tous les fruits, le sirop d'érable. Puis le miel, je me suis rendu compte que le miel était vraiment un sucre fort intéressant, fort complexe quand même, fort difficile à faire fermenter de la bonne façon, mais qui pouvait donner qui avait un potentiel vraiment intéressant. Fait que donc, montage du plan d'affaires s'en est suivi. Puis dans mon plan marketing, quand je faisais mes recherches, ce qui m'est venu comme information, c'est que le 2 tiers des touristes qui viennent à Québec, donc Québec, ville touristique, ils font de l'agrotourisme. En fait, le 2 tiers des touristes du tourisme qui reste plus de 2 jours à peu près. Là. Donc, puis là, je me suis dit, bien, quand ils font de l'agrotourisme, ils vont à l'extérieur de la ville, ils vont en majorité à l'île d'Orléans. Je me disais, là, je reviens encore à ma fibre environnementale, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire de l'agrotourisme, mais au centre-ville? Puis, donc, réunissant mes passions, distillation, environnement, puis là, ben là, je me suis dit, on va s'installer en plein centre-ville avec une distillerie avec nos abeilles. On va en faire une distillerie issue d'agriculture urbaine. Donc, c'est un peu là que c'est commencé. Puisque ça a été compliqué, parce que là, la réglementation a changé pour les distilleries au Québec. Mais là, toi, tu t'installes une distillerie en centre-ville. Est-ce que c'était compliqué d'avoir tes permis ou ça a comme bien été, parce que c'est un peu industriel comme coin? Je pense pas. Non, 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 et non, on ne peut plus centre-ville, donc je ne vous montrerai pas qu'est-ce que je vois, moi, de ma vitrine, mais c'est les autos qui défilent. Pour ceux qui connaissent un peu Québec, là, notre système de transport en commun, la 800, j'ai un arrêt en avant de ma boutique. Là. Donc, la difficulté de s'installer au centre-ville, effectivement, c'est plus une notion de
feu, c'est plus une notion d'explosivité. Et puis, ça m'a pris 2 ans avant de trouver un local qui est apte à recevoir puis de passer toute la portion réglementaire. Puis, je faisais ça en collaboration avec un architecte. Parce que donc, le code de feu, c'est 3 pouces d'épais. Là. Je ne pourrais pas faire ça. Puis il y a toujours des exceptions. C'est incroyable. Québec étant une vieille ville, la majorité des édifices sont construits avec des charpentes en bois, donc ultra combustibles. Beaucoup ont des locataires au-dessus. Donc, la majorité des édifices que je visitais, là, c'était en plein COVID, là, la majorité n'allait pas passer les codes. Là. Fait que c'est surtout au niveau feu que c'est tout qu'un défi. Tout qu'un défi, ouais. Et puis ton cheptel de ruche, est-ce qu'il est au centre-ville avec toi, sur le toit, ou où est-ce qu'il est situé? Oui. Donc, le permis artisan, donc ça demande un minimum de 100 ruches. Donc, je n'ai pas 100 ruches au centre-ville parce que je sens que je ferai à la fois des abeilles tristes et des voisins un peu stressés. Mais j'ai quand même, à 1 mètre de moi présentement, une ruche de démonstration là, qui, la sortie est sur le boulevard Charest. Là. Donc, moi, je ne fonctionne pas sur les toits. Ça, c'est... il y a beaucoup quand les gens pensent à apiculture urbaine, ils pensent beaucoup au toit, sauf que lorsqu'on en fait un usage commercial, si on veut, c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas faire, là, dans le sens que tu ne veux pas aller extraire ton miel, les abeilles te suivent, passer dans l'ascenseur du monde, puis donc habiller en apiculteur, il n'y a pas de problème, mais que les autres se font poursuivre, ça c'est une chose. Deuxième des choses, pendant la COVID, on se souvient, il y a eu des bureaux de fermés. Hein? Donc, si tu as une ruche sur le toit, puis tu ne peux pas rentrer à l'intérieur de l'édifice, ça ne fonctionne pas, alors qu'il faut faire des visites aux semaines et demie environ. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est vraiment au sol. J'ai 3 ruchers au parc technologique de Québec, donc qui a l'avantage d'avoir beaucoup, beaucoup d'espace vert. Et puis que c'est uniquement des industries propres qui sont là. Donc, on est plus dans le biopharmaceutique, etc. J'ai 3 ruchers aussi tout près d'ici à l'entrée du pont à l'île d'Orléans, chez des vignobles. Et puis, j'ai 2 ruchers au Saguenay là, que je suis en train de transférer vers ici. Et puis, pour le permis artisanal, ben là, tu as dit que pour le permis artisanal, ça prend un minimum 100 ruchers. Tu ne les as pas, fait que là, tu es industriel? Ah non, j'ai mes 100 ruches. Oui, j'ai mes 100 ruches. Mais tu ne les as pas sur place. Okay. Non. Ben, c'est la beauté du miel, c'est que donc nos ruches, on peut les déplacer. Hein. Donc, moi, ça m'est arrivé que j'avais des ruchers là, chez un agriculteur, puis il décidait de changer son type d'agriculture pour une agriculture qui ne me plaisait pas trop, qui était un peu dangereuse pour mes petites abeilles. Donc, je les déplaçais, là, je me trouvais une collaboration ailleurs. Sauf que pour le permis artisan, ce qui doit être fait, c'est que l'extraction du miel, fermentation, distillation, embouteillage, etc., doit se faire sur le lieu là, un endroit. Et puis cet endroit-là, c'est ici au centre-ville. Okay. Donc, tu amènes tes cadres jusqu'à là, puis c'est là que tu centrifuges ou que tu... Je fais mon extraction. Oui, c'est ça. Puis, ben, c'est moi qui gère mes abeilles à l'intérieur de ma boutique, de mes affaires. Puis, ouais, c'est un peu la folie. Puis, pour transférer tes cadres, est-ce que tu sors de la ruche, tu les mets dans une petite vanne puis tu les amènes? C'est comme ça que ça marche? Oui, en fait, je les mets dans différents transports. Des fois, ça me met dans mon auto là, quand on est vraiment mal pris. Mais j'essaie de mettre ça dans une remorque comme ça. Ben, en se promenant, le vent fait que les abeilles une partie vont s'enlever. Mais effectivement, avant de partir, je m'arrange pour... ça demande des manipulations supplémentaires. Là. Je m'arrange pour mettre mes cordes dans les hausses, là, dans des sacs fermés, puis en essayant d'en enlever le plus possible. Donc, là, c'était la première année que je faisais l'extraction ici, là, dans la boutique. Là. Pas dans la boutique, mais en fait, dans l'usine. Et puis, donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ma fille qui m'aide à faire l'extraction,
n'aiment pas trop ça là, quand il y a des abeilles autour. Là, donc, je dois faire une espèce de petit ménage, mais ils sont claustrophobes un peu, les abeilles. Fait que, donc, c'est l'avantage, ils vont aller se coller sur les fenêtres. Puis donc, après ça, ben, on peut travailler en paix. Là. Le premier produit que tu as sorti, parce que tu l'as dit, pour faire de l'alcool, il faut que tu fermentes. Est-ce que tu es allé direct avec un hydromel au début ou tu as tout de suite distillé tes premières fermentations? Hein? Ouais, ça, l'histoire. J'aimais pas tant les hydromels, je t'avoue, là, très sérieusement. Puis je n'étais pas un fan de ça. Puis je m'étais dit, mon Dieu, je vais me produire quelques bouteilles, je vais les vendre 1000$. Donc, il n'y a personne qui va les acheter. Puis après ça, ben, je vais me concentrer sur la distillation. C'était vraiment la distillation qui m'allumait. Mais je me suis dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce que moi, j'aime pas dans l'hydromel, donc qu'est-ce que j'aimerais dans un hydromel. Et puis, donc, j'ai vraiment trouvé une façon de faire, puis une recette qui allait me produire un hydromel que moi, finalement, j'allais apprécier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tu sais, donc prendre toujours des spiritueux, c'est quelque chose, mais bon, avoir de variété, c'est aussi intéressant. Donc, moi, mon premier produit, c'est un hydromel effervescent, 10% sec, donc pas sucré. C'est ça le paradoxe, on part avec des sucres, mais moi, je n'ai rien de sucré en fin de ligne. Donc, mon hydromel est vraiment un hydromel de soif. Après ça, ben, c'est certain que ce qu'on fait, c'est qu'on distille cet hydromel-là pour en faire un alcool plus neutre. Là. Donc, notre premier spiritueux étant la vodka. Après ça, donc avec cette vodka-là, on refait une deuxième distillation pour en faire une eau de vie de framboise ou un gin. Puis, troisième, donc quatrième spiritueux est vraiment une autre méthode de production. Oui, on fabrique un mou à 10%, mais sauf qu'au préalable, le miel a été caramélisé. Puis on utilise tout un autre processus là, de fermentation, de distillation puis de vieillissement. Là. Ouais. Pour ton hydromel, tu parles des levures de champagne. Pour ton Ouais. caramélisé, est-ce que c'est un autre type de levure que tu utilises? Oui, tout à fait. C'est plus type rhum. Donc, c'est vers là qu'on voulait s'en aller. En fait, moi, je me suis dit, le bar de base, c'est vodka, gin, rhum, un alcool de spécialité. Puis je me suis dit, ça va être les 4 premiers spiritueux que je vais fabriquer. Fait que donc, lorsqu'on a ouvert ici en boutique, on avait presque la totalité. Il y a juste le type rhum, le miel caramélisé qui était plus long parce que ça prenait un vieillissement en fût de chêne. Malgré qu'on y a fait faire un vieillissement assez court, là, puis pour nous, ça se trouve être une espèce de remplacement de rhum, mais que ça ne nous dérange pas si les gens font des cocktails avec. Là. Donc, c'est encore un rhum assez jeune. Puis, on est en train de faire un réserve là, présentement. Puis, donc, ça fait 7-8 mois, je pense, qu'on est ouvert. Là. Donc, ben, c'est ça, c'est la patience. La patience. Puis, avec plusieurs producteurs de petits fruits, des choses comme ça, quand vient le temps de créer la vodka, c'est déchirant un peu de voir ton produit qui goûte sa première, puis d'éliminer quasiment toute la saveur qui reste. Là. Comment s'est passé le processus? Est-ce que, parce que toi, comme artisanal, tu peux vendre sur place, tu n'es pas obligé de passer par la SEQ, mais Ouais. pour l'appeler vodka, est-ce qu'il faut quand même que tu la fasses analyser par la SEQ pour avoir l'appellation ou ça passe? Non, du tout, du tout. Ben, tu sais, la loi touchant la vodka a été changée au fédéral il y a de ça quelques années. Puis je me souviens, il avait fait une consultation auprès des distillateurs il y a de ça peut-être 4 ans ou 5 ans. Puis de toute manière, dans le Canada, il y avait un producteur de miel qui faisait déjà une vodka contre la loi, là. Parce qu'à la base, il fallait que ce soit ce que moi j'appelle steak blé d'Inde patate, là, steak végétarien, là, des céréales, maïs ou patate. Donc, ça, c'était abrogé. On est vraiment dans toute source de sucre. Mais c'est sûr que ce que tu mentionnes là, c'est important parce que je ne voulais pas trop avoir à ben, finalement, j'ai eu à le faire, là, à expliquer c'est quoi la différence entre la vodka et une eau de vie, tu sais. Puis là, donc, je me suis développé ma propre définition
Pardon. Donc, c'est que ma vodka, pourquoi que je ne l'appelle pas une eau de vie de miel? C'est qu'on ne fait pas le lien avec le miel. Ça ne goûte pas le miel, ça ne goûte pas la cire, ça ne goûte pas la propolis, ça ne goûte pas les petites antennes d'abeilles. Donc, on est vraiment en alcool qui est difficile à définir son origine. Cependant, ce n'est pas un alcool neutre, c'est-à-dire que quand même, les levures, parce que là, ce n'est pas une levure de champagne que j'utilise pour ma vodka. Donc, les levures induisent quand même leur empreinte olfactive, gustative à cette vodka-là. Et puis, lorsqu'on en fait des cocktails, notre mixologue a eu la gentillesse de nous faire un cocktail qui permet de quand même goûter aux particularités de la vodka. Et puis, chose très importante que moi j'explique à mes clients, une bonne vodka, c'est une vodka que c'est pas comme si tu avais un troc de sable. Là. Donc, avec des coupes très, 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 très précises. Très, très, très précises. Merci de l'explication. Puis là, tu parles de coupe. Donc, au début, tu disais que ça a tes tests dans un alambic homemade un peu, mais Ouais. tu t'es arrêté sur quoi comme équipement pour ta distillerie, vraiment un coup installé? Ouais. Moi, l'équipement de laboratoire que je m'étais construit, c'était sous la forme d'une colonne garnie, donc un garnissage commercial. Là. Je réussis à obtenir du 92 à peu près quand même avec ma petite colonne de laboratoire. Ce que moi, j'ai retenu, parce que quand j'ai fait ma recherche, je me suis rendu compte que ça pouvait facilement chiffrer. J'ai acheté un Genius 500 litres, donc polonaise. Puis, il y a plusieurs raisons qui sont derrière ça. Puis je vais te dire qu'en tant qu'ingénieur chimique, je comprends difficilement pourquoi que tout le monde ne se garoche pas sur ce type d'équipement-là. Je ne veux pas nécessairement faire de publicité, puis je ne suis pas commandité, là, en ce sens que c'est ultra performant comme système sur tous les niveaux. C'est-à-dire c'est ultra performant sur les coupes, donc sur l'efficacité de séparation. C'est ultra performant aussi en termes de quantité de métal que ça utilise parce que c'est tout petit. C'est ultra performant en termes d'énergie utilisée. C'est en acier inoxydable, donc on perd moins de chaleur par l'enveloppe que si c'était du cuivre. Et ultra performant en termes de produits chimiques d'entretien. OK? Parce que, bon, l'acier inoxydable, ça se lave mieux. Puis si on passe de l'acide, on ne va pas en fait, enlever une partie comme avec le cuivre, avec l'acide. Et puis, j'ai quand même une partie de cuivre à l'intérieur qui est vraiment le catalyseur de cuivre. Puis cette partie-là, c'est à peu près 2 litres. Ça me prend 2 litres d'acide pour réactiver la partie cuivre de ma colonne. Donc, après ça, je gère 2 litres. Je ne gère pas 200 litres. Hein? Puis, en une passe, on est capable d'atteindre le maximum d'une vodka parfaite à 80, 16 quelques pourcents. Là. Quand j'étudiais en 91, les colonnes garnies, c'était vraiment ça qui était à l'époque ce qui était courant dans la technologie. On était rendu là. Pour des gros volumes, c'était des garnissages fixes. Ce n'était pas des garnissages libres, aléatoires, OK? À cause que quand ça devient trop gros, la colonne, il y a comme de l'expansion de rapetissage. Hein? Puis si on a un garnissage aléatoire, ça vient que ça se gonfle à la base de la colonne. Mais donc, pour des petites colonnes comme on a, nous, ce phénomène-là n'a pas de problème, n'est pas un enjeu. Fait que donc, puis l'environnement, je reviens là-dessus, je suis très, très vert, puis c'est une de nos valeurs, l'environnement fait en sorte que c'était un choix. Tout de suite, c'était ça. Là. Mais pour tout le reste aussi, parce que là, on a un enjeu de la main-d'œuvre aussi. Donc, quand on a une colonne comme ça, qui est beaucoup plus performante, qui est automatisée, qu'on peut partir le matin puis revenir le soir, c'est terminé, là, tout a été fait tout seul. Encore faut-il avoir bien programmé le contrôleur. Ben, c'est un autre enjeu. Là. Ouais.
Ça, tu peux programmer tes coupes, mais je pense que la première passe, peut-être, je ne sais pas, une cuve de 1000 litres, mais la première passe, tu vas la faire plus manuelle, mais tu vas setter à telle place. Puis après ça, ta deuxième passe de la même cuve, donc le même matériel premier, mais Oui. ça va faire tes coupes aux mêmes places que tu l'as dit. Exactement, exactement. Puis c'est ultra reproductible en ce sens qu'il y a un paramètre qui, moi, lorsque j'étais en laboratoire, était vraiment problématique, c'est-à-dire que si, par exemple, quand tu commences la distillation, il fait beau, ou si, au contraire, il pleut, on n'a pas la même pression barométrique. Mes petites abeilles le sentent, mais ma colonne Garnier le sentait aussi. Et puis donc, ça ne fait pas les mêmes coupes. Donc, l'avantage de ce type de système-là, c'est que c'est à pression contrôlée. Donc, ça va toujours donner la même chose. Voilà. Yes. Donc, premier produit, ta vodka. Après, tu repars de ta vodka, puis tu fais un gin. Oui, gin, avec les contraintes que je m'étais données, c'est que je ne voulais pas d'aromates, si on veut, qui ne poussaient pas au Québec. Donc, il faut s'en donner des contraintes parce que sinon, après ça, les possibilités sont immenses. Et puis, donc, ça, c'est notre deuxième valeur, agriculture de proximité. Bon, on le comprend avec les abeilles, mais aussi avec les aromates. Donc, j'utilise un génévrier du Québec qui est un petit peu plus vert que un génévrier importé. Puis, j'ai grand respect pour les gens qui collectent cette baie-là parce que j'ai essayé une fois, puis après avoir rempli un tout petit ziploc, puis avoir des piquants à toutes les mains, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Donc, je me suis trouvé des professionnels. Puis donc, on a un paquet de types d'aromates. Il y en a qui sont cueillis à 200 mètres d'ici. Puis souvent, ils ont une histoire là, derrière ça. Comme dans les grands jardins, c'est tapissé de thé du Labrador, par exemple. Donc, tout ça. Puis, j'ai trouvé, moi, que je m'étais fait venir quelques livres, là, dans la pharmacopée amérindienne, si on veut, il y a tout un historique de plantes incroyable que l'innocuité a déjà été prouvée par pas des millénaires, mais des centaines d'années d'utilisation, petite propriété thérapeutique, mais aussi une plante, au Québec, on peut utiliser racines, feuilles, fleurs, fruits, donc les possibilités juste de ce qu'on a au Québec, c'est extraordinaire. Fait que je me suis limité à avoir les aromates du Québec dans mon gin. Ça donne quel profil de goût, un coup tout assemblé? Là? C'est quoi tes aromates qui ressortent le plus? Puis par quoi ça finit? Oui, bonne question. Ben, en fait, moi, première des choses, c'est que je voulais avoir un gin qui allait goûter le gin, c'est-à-dire le génévrier. Donc, le génévrier, il est vraiment à côté. Là. Après ça, ce que je voulais, c'est que mes 8 autres aromates, donc qu'on soit vraiment en équilibre. Ça donne un profil herbacé, un petit peu boréal, mais rien qui dépasse. Là. Mais je ne suis pas dans le floral. Puis je n'ai pas aussi rajouté du miel. Ce n'est pas un gin qui est sucré. Puis, ce que je voulais, donc, que ce soit frais, mentholé aussi, là, les terpènes. Puis après ça aussi, quelque chose qui était très doux en gorge parce que je me suis dit, je ne vais pas faire une vodka qui me coûte pas mal cher, super douce en gorge, puis après ça, faire un gin qui va être irritant parce que j'ai choisi les mauvais aromates. Là. Donc, quand j'ai fait mes tests, enlevé un paquet d'aromates qui, justement, ne respectaient pas ces critères-là. Puis d'ailleurs, comme une aromate que j'ai, il n'y a pas beaucoup de gin que j'ai vu, c'est de l'armoise. Puis l'armoise a cette propriété-là, justement, de huiler, si on veut, la gorge. Là. Ouais. J'ai hâte d'aller te voir l'été prochain, peut-être, ou cet hiver, puis de découvrir ça. L'autre produit que tu fais à partir de ta vodka, c'est une eau de vie de framboise. Comment tu l'as fait? Tu fais macérer tes framboises puis tu redistilles? Oui. Moi, je n'ai pas le droit de faire, en tout cas, à ce que je comprends de la réglementation, je n'ai pas le droit de faire fermenter d'autres choses que mon miel. Donc, vraiment, la framboise, de toute manière, c'est comme ça qu'on la fait, là, même en France. Donc, c'est une macération dans ma vodka. C'est une sélection quand même de framboises spéciales, dans ce sens que ce n'est pas n'importe quelle framboise qui sort
bien, puis tous les aromates sont comme ça aussi, là, qui sortent bien une fois en distillation. C'est le complément de plusieurs framboises choisies qui ont chacun des profils différents qui vont s'additionner, qui vont aller le plus large possible, là, de la framboise traditionnelle à les fruits presque, les fruits plus foncés mauves. Donc, je couvre tout ça. Et puis, donc, ce n'est pas des framboises non plus qu'on retrouve en tablette là, de magasin parce que ce n'est pas c'est beaucoup des framboises de transformation qui n'ont pas la capacité de se maintenir belles sur une tablette pendant 3-4 jours. Là, après 12 heures, c'est fini, ils sont flétris. Là. Donc, ils sont cueillis mûrs, congelés directement, puis après ça, on les utilise au besoin. Est-ce que tu goûtes avec moi? Donc, tu remarqueras que la bouteille que tu as ouverte, on a entendu le son, tu as un bouchon en verre. Oui, je vais montrer. Oui, bouchon en verre, donc très, très cher, soit dit en passant. Et puis que la bouteille elle-même n'a pas d'étiquette non plus. OK, on est vraiment en sérigraphie, on n'a pas de colle. Pourquoi ça? Parce que les bouteilles sont éco-designées. Dès le départ, on s'est dit, nous autres, ce qu'on veut être, c'est une distillerie de quartier. Puis ce que ça nous donne comme possibilité, c'est de mettre un 3 de dépôt sur chaque bouteille pour que les gens nous rapportent les bouteilles. Puis, tant qu'à ça, on va pousser le bouchon au bout. Le bouchon aussi se lave, se rince, se nettoie, puis se réutilise. Fait que donc, présentement, on est vraiment rendu dans ce cycle-là, après 7 mois, 6-7 mois, on est rendu dans le cycle de réemploi. Nos 2 dernières batches de spiritueux ont été emballés avec quasiment 80% de bouteilles en réemploi. Ouais. Puis donc, vraiment, on est ultra content de ça. Et puis, la dernière cuvée d'hydromel, un peu plus que 25% en réemploi. Wow, c'est bien ça. Puis c'est la deuxième série que j'entends parler de ça, une espèce de consigne, là. Et puis, vous êtes les deux assez proches parce que c'est à la Conné et à Limoilou. Oui, oui. On peut ramener même les bouteilles achetées en SEQ et puis avoir un 2 de rabais sur notre achat là, sur place. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. La différence, nous, c'est que nous, on a notre propre laveuse à bouteilles. On lave à l'interne. Puis, pourquoi? Petite mention, parce que lorsque, j'ai travaillé avant ça dans le domaine environnemental un bon bout, puis il y a quand même une certaine problématique avec, mettons, les laveuses industrielles, c'est qu'une partie des bouteilles, l'étiquette va rester croche, puis à peu près 20% des bouteilles ne vont pas te revenir. Fait que là, je me dis, maudit 20%, c'est quand même beaucoup. Donc, nous autres, probablement qu'à cette heure, il doit y avoir des cols qui sont moins difficiles à enlever. Là. Mais donc, nous autres, on a dit, OK, on y va au total. Nous autres, il faut que ça revienne à 100%. Donc, on a payé plus cher. Puis aussi, c'est qu'on est capable, avec des moyens moins drastiques de lavage, assainir nos bouteilles, si on veut. Puis on le fait nous-mêmes. C'est ça. Fait que donc, on va goûter à ça. Là, j'en ai versé dans mon verre, mais je ne l'ai même pas approché de mon nez encore. Il est sur la table, ça sent déjà la framboise. Ouais. Des fois, avec des eaux de vie, quand c'est une eau de vie de fruits, là, on comprend que ce n'est pas une macération une distillation de framboise, mais c'est une macération. Mais des fois, c'est plus tant le fruit qui est présent. Il est là un peu, mais là, je suis à 1,5 pied, puis ça sent déjà la framboise. Oui. C'est ça, tu remarqueras au nez, on est vraiment dans. Il y a plusieurs framboises là-dedans. Là. Il n'y a pas une framboise qui sent ça. Ouais, c'est ça, notre cerveau fait le lien que c'est de la framboise, mais c'est vrai que je ne peux pas dire c'est celle chez ma tante une telle avec sa petite framboise rouge sur le coin. Oui. Puis tu sais, des framboises, c'est un des fruits qu'on produit on fait des, s'il vous plaît, de bonnes framboises au Québec. Là. Fait que je pensais que c'était comme quelque chose à mettre de l'avant. En bouche, soyeux, rétro-olfaction, la framboise est là, mais ce n'est pas comme une liqueur de framboise. C'est pas resucré. Non. En fait, des petits soupçons de sucre pour
pour que justement dans le cerveau, les choses se placent. Là. Ouais. Mais non, c'est pas sucré. Là. L'objectif, c'est vraiment un alcool. Dans le fond, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'explique aux clients quand boire, comment boire. Je leur dis, grosso modo, beaucoup de monde connaissent la poire, William, avec la poire à l'intérieur. C'est l'équivalent. Là, il n'y a pas la framboise à l'intérieur. C'était un de mes objectifs au début, de mettre une framboise à l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps encore de le faire. Mais donc, ça peut remplacer le dessert. Ou bien non, ça se voit un peu n'importe quand. Là. Mais on est vraiment en douceur. On est à 43 quand même d'alcool. Là. Mais c'est très, très doux, pareil, en gorge. Pourquoi 43? C'est parce que justement, c'est très, très volatile. Puis, je ne voulais pas que lorsque les gens ouvrent, ferment la bouteille, que les dernières gouttes du fond de la bouteille, ça ne sente plus rien. Parce que c'est souvent ce qui se passe. À 40 là, il y a comme, j'ai trouvé une limite là, dans le bout du 42, là, que on a l'équilibre entre, oui, ça va sentir, mais ça ne va pas trop sentir. Là, ça ne va pas tout perdre. Ouais. Puis vraiment super. Puis je l'imagine avec un gâteau au chocolat ou quelque chose comme ça à côté, là, ça doit être hallucinant. Exact. Puis là, ben, c'est certain que les autres fruits, c'est pour nous, ben, ça reste un défi parce que justement, comme on ne peut pas faire fermenter, on est toujours en macération. Ça nous limite, là. Ça nous limite. Ben, c'est un peu bizarre côté réglementaire aussi, cette chose. C'est-à-dire que moi, je peux mettre à fermenter 20 de fruits dans mon hydromel. OK, ça, j'ai le droit de faire ça. Mais je n'ai pas le droit de prendre cet hydromel-là puis le distiller. Donc, j'ai le droit de prendre, de faire mon alcool okay, avec de l'hydromel non fruité, puis après ça, prendre les fruits, ce même 20 %-là, puis le faire macérer, puis redistiller. Donc, il y a sûrement une logique derrière tout ça. Là. Il y a sûrement une logique. La seule que je vois, c'est qu'on n'a pas le droit de faire d'alcool avec des sucres autres que les nôtres. C'est assez restrictif quand même, le permis artisan. Mais tant qu'on connaît les règles, puis qu'on sait où on s'en va, puis que ça ne bouge pas trop, on est capable de faire un plan d'affaires avec ça. Là. Puis tu réussis à avoir des très beaux produits. Pour ton caramélisé, est-ce que, parce qu'il y en a qui m'ont déjà parlé, d'autres distilleries, qu'il y a des parties de miel qui sont plus dures à extraire, puis je mets tout ça à chauffer un moment donné, puis là, en réchauffant, là, ça s'extrait mieux. Puis c'est ça qui devient un peu caramélisé. Toi, est-ce que tu es parti d'une base comme ça ou c'est vraiment une batch de miel que tu dis, celle-là, je la caramélise au complet, puis on y va en rhum? C'est parti d'une histoire de mon beau-père, c'est un papiculteur, là. Puis il fait beaucoup de choses en même temps. C'est lui qui m'a montré, qui m'a initié à l'apiculture. Il y avait, tu sais, du miel qu'on n'a pas pasteurisé, là, du miel brut, là, du miel d'apiculteur, après un certain temps, ça cristallise, OK? Et puis donc, lorsqu'on veut le mettre en petit contenant, ben, on n'a pas le choix de le faire réchauffer un petit peu sans le pasteuriser, donc légèrement. Donc, mon beau-père, il avait un gros contenant, il met ça dans le four une demi-heure, tu sais, en voulant le faire reliquifier. Puis le lendemain matin, lorsqu'il arrive dans sa cuisine, ça sentait bizarre. Il avait oublié le fameux miel dans le four. Donc, plutôt que 30 minutes, c'était plutôt 14 heures, là, tu sais. Puis donc, tu sais, écoute, 250, 300 piastres de miel scrap, là, complètement brun. Et donc, il m'arrive avec ça. Il savait que je faisais de la fermentation. Il dit, y a quelque chose que tu peux faire avec ça? Bon, on va essayer, tu sais. Donc, je fais fermenter ça avec, là, je me suis fait venir différentes levures de rhum. Puis, parce que je me disais, bon, ben, ça, c'est probablement le seul moyen de le sauver. Puis donc, j'ai fait fermenter ça. Puis déjà, tu vois, dans la fermentation, on sentait là, qu'il y avait des arômes vraiment, le fun, vraiment funky. Puis, tu sais, parce qu'à la base, le miel, c'est un sucre ultra complexe. Là. Ultra complexe. Tu as des cinquantaine de types de sucre là-dedans. C'est pour ça qu'une fermentation de miel,
Ça peut durer 1 an, là, si on veut. Là, tu sais, là. Mais bon, moi, le minimum que je me donne, c'est 6 mois, là. C'est 6 semaines pour de la fermentation. Après ça, ça continue de bouger, mais ça bouge moins. Mais donc, une fois qu'on l'a chauffé, ce miel-là, ben, on le rend encore plus complexe. Tu sais. Donc, ça fait en sorte que les levures vont encore plus en arracher, en ce sens qu'ils vont laisser ils vont laisser là des sucres qui ont des odeurs super le fun dans le mou. Fait que lorsqu'on va le distiller, on va aller chercher ces arômes-là. Donc, c'est parti d'une erreur, là, si on veut. Là. Un peu c'est souvent la source de grandes innovations. Puis après ça, ben, moi, c'était clair et net que, ben, étant donné que je distille comme en pot still, là, en mode pot still, donc, c'était clair et net que j'allais faire vieillir ce rhum-là, là, que je n'allais pas faire un rhum blanc avec. Mais on a vraiment quelque chose qui se rapproche le plus d'un rhum avec des ingrédients québécois possibles, je pense. Je ne pense pas qu'on puisse se rendre là avec un sirop d'érable. J'ai déjà essayé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, là, la première fois que je l'ai fait en grande quantité, là, c'est-à-dire ma mise à l'échelle, là, c'était là que j'étais un petit peu plus nerveux, c'est-à-dire que, tu sais, faire chauffer ce miel-là, comment, tu sais, puis là, tu sais, j'avais plugué un chauffe-baril sur le 220, puis ça chauffait en tabarouette. Puis, tu sais, mon détecteur de fumée part, la broue, ça cochonnait, en tout cas. Puis, c'était vraiment c'était assez épique. Puis aussi, après ça, quand on amène ça en fût de chêne, des essais petite échelle, j'avais fait ça avec des copeaux, là, donc, tu es capable de faire rentrer le goût du chêne assez rapidement. C'est pas du vieillissement, c'est plus du goût puis de la couleur. Mais une fois rendu en gros baril, là, je me rendais compte que c'est pas mal plus long, il faut être pas mal plus patient. Donc là, je me suis patenté un système pour mettre mes barils sur des roulettes. Puis, étant donné que je voyais que ça avançait pas vite, à tous les jours, j'allais bouger mon baril, tu sais, pour vraiment que les surfaces de contact soient plus élevées. Tu sais, j'ai entendu du monde qui mettent de la musique heavy rock là, avec des gros subwoofers. Je me suis dit, ça va être un peu dur de travailler dans ce type d'espace-là, d'ambiance. Donc, on est allé sur les roulettes à la place. Là. Mais là, donc, j'ai un réserve qui va être vraiment plus long. Il va être beaucoup plus, je pense, rond, plus ben, plus complexe. Puis, ouais. Ça fait que j'ai très hâte de voir ça. Puisque tu as une capacité d'accueillir beaucoup de fûts en même temps à ta place? Ben oui, puis non. C'est-à-dire que nous autres, on veut pas, on est des petits producteurs. Là. On est vraiment des nano-producteurs. Tu sais, quand j'entends des gens qui veulent produire des 100 000 bouteilles par année, en fait, qui produisent des 100 000 bouteilles par année, je me disais, mon Dieu, nous autres, lorsqu'on va être rendu à 12-13 000 bouteilles là, par année, là, on va être champion. Là, fait que non, on y va à coup de on a nos barils, c'est 225 litres. Avec ça, on fait à peu près 600-700 bouteilles. On va faire probablement un lot par année là, de ça, puis ça va être bien, bien correct. Puis on va développer différents autres produits aussi. Tu sais, tu as des gens qui trippent gin, fait que d'autres, ils en vont sur le gin. Puis tu as des gens qui trippent rhum ou cognac, puis là, ça les appelle pas mal. Puis tu as des gens un petit peu plus aventureux, là, c'est ceux qui vont dans la framboise, parce que c'est pas dans la culture québécoise non plus, hein, les eaux de vie comme ça. Puis donc, justement, étant donné que c'est pas dans la culture de boire certains spiritueux purs, là, comme ben, en fait, tes auditeurs sont habitués, même ils en boivent à 50 je suis certain. Là. On a fait, nous autres, justement, des cocktails avec tous nos produits pour, justement, quand on fait notre dégustation, pour les néophytes, ils le prennent en nano-cocktail. Et puis, même notre eau de vie de framboise, on le fait en nano-cocktail. Pour moi, à la base, c'était sacré. On ne mixe rien avec ça, mais notre mixologue a réussi quand même à faire un mélange avec de l'argousier et framboise. Puis ce qui est hyper intéressant, c'est que
framboise d'un bord, arbousier de l'autre, puis entre les deux, se sont développés des fruits tropicaux, fruits de la passion, mangue, ananas, tu sais, puis alors que, bon, on est en agriculture locale, nous autres, là. Mais donc, finalement, ben, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai dit, bon, OK, on peut faire des cocktails même avec ça. Ouais. Puis, ben, tu dis que même ton eau de vie de framboise, les gens ne sont pas habitués, mais ceux qui aiment, ils ont fait des premiers essais d'eau de vie puis qui n'aiment pas tout à fait ça, ton eau de vie de framboise, c'est vraiment une belle pour commencer parce que le fruit est là. On est quasiment sur une liqueur sans le sucre, mais aux arômes, là, elle est tellement présente, la framboise, qu'on est comme une liqueur. Fait que quelqu'un qui n'aimerait pas une eau de vie peut très bien Oui, c'est une adorer belle porte celle-là. d'entrée. Oui, 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 oui. Oui, parce que, tu sais, par exemple, en France, moi, j'ai lu beaucoup, puis en France, ils ont des super bouquins un petit peu drôlement écrits, mais avec un paquet d'idées là-dedans. Puis, tu sais, tu te rends compte que des eaux de vie en France, mais Allemagne et puis d'autres pays de l'Europe, il y en a des centaines. Mon églantier, du gratte-cul, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, du gratte-cul, c'est un peu rough en bouche, mais tu sais, ça reste que nous autres, là, nos églantiers, il y en a ici là, à plus savoir quoi faire. Là, tu sais. L'industriel pourrait bien décider, là, écoute, on ramasse tout ça, puis on fait, moi, j'ai pas le droit, là, mais on fait un gratte-cul, nous autres aussi. Mais donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Ils font des eaux de vie de racines de gentiane. Puis, en tout cas, c'est ça. Il n'y a pas de fin à ça. Là. De ça. Tu en as parlé aussi des les Indiens avant qui faisaient le côté médicinal avec les plantes. Mais là, on y va vraiment dans le plaisir. Là. La framboise, c'est pas pour Ouais, médecine. Parce que oui, ouais. il y a certains éléments d'eau de vie que c'est plus médicinal, mais Ouais. celle-là, c'est dans le pur plaisir. Oui, oui, exact, exact, exact. Puis notre objectif, on n'est pas encore, on s'aligne vers ça, c'est que, tu sais, une de nos valeurs, l'environnement, c'est vraiment après ça, de prendre cette pulpe-là de framboise hein, qu'on a extrait, puis justement d'en faire des chocolats à la framboise, alcool, etc. Là. Donc, ça fait partie des développements à venir. Souhaitons que c'est prêt pour la Saint-Valentin, ça va faire fureur. Oui, ouais, je pense que oui. Est-ce que là, tu avais parti ta gamme dans ton plan d'affaires, tu avais l'air de t'aligner pas mal sur ce que tu savais en ouvrant ce que tu voulais. Est-ce que tu travailles déjà sur des futurs produits là, qui n'étaient pas dans cette gamme-là? Oui, puis, puis je travaillais avant, puis je n'ai pas nécessairement réussi à atteindre ce que je cherchais. Comme là, en arrière de moi, hier, je faisais justement des dégustations de prunes, là. Donc eau de vie de prune. Ça, je dirais, c'est le problème, c'est que moi, je suis limité dans le type de la façon que je peux fabriquer. Donc, il faut que je réinvente le procédé un peu. Là. Mais tu vois, ça, c'est mon. Lorsque je vais être capable de faire une vieille prune, là, je vais être prêt à prendre ma retraite. Je pense que ça va être mon. Moi, c'est l'alcool que je préfère. Fait que ça, c'est un de mes objectifs, de faire une vieille prune. Mais il faut tout développer la gamme des hydromels parce que, tu sais, je dis bien les hydromels, c'est pas l'hydromel. Il n'y a pas une façon de faire un hydromel. Fait que, donc, il y a mille et une façons d'aromatiser l'hydromel, que nous autres, on a juste l'hydromel de base pour l'instant. Puis, en tant qu'hydromellerie, je trouve qu'on fait un peu pépique là-dessus d'avoir juste un produit. C'est sûr qu'il est super bon, puis on n'a que des bons commentaires, tu sais. Les gens qui arrivent et puis que quand on fait une dégustation, nous autres, on oblige les gens de prendre l'hydromel. Prends ce que tu veux, mais l'hydromel, tu es obligé. Pour ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent et disent moi, j'aime pas ça, l'hydromel, tu sais. Mais finalement, la plupart de ceux qui disent moi, j'aime pas ça, ils repartent avec une bouteille. Fait que, donc, je me dis OK, fait que là, ça, c'est déjà ça de gagner. Fait qu'il faut tout développer cette gamme-là. Mais pour les spiritueux, ouais, c'est ça, c'est que là, on est en train d'essayer un paquet d'affaires, mais toujours avec nos contraintes. Fait que si jamais en fermentation, par exemple, d'autres fruits, il faut toujours que ce soit en macération, malheureusement. Puis, ça ne donne pas, comme là, j'ai d'essayer une grappa, d'essayer de faire une grappa en macération. Puis, non, ça n'a pas passé. Là. Ça goûte à rien. Là. Ça goûte un petit peu, là, mais je veux dire, si tu n'as pas le punch d'une grappa, mettons. Je te le souhaite d'arriver à faire ta vieille prune
à ton goût, puis que tu vas te dire, OK, je peux m'asseoir puis boire ça le restant de mes jours, je suis Ouais, comblé, là. ouais, ouais, Si on veut te suivre, tu as un beau Facebook animé. ouais. C'est quoi la meilleure façon de te suivre? C'est-tu par là? Ah, ben ça dépend des personnes, hein, parce que moi, je suis pas un type Facebook, mais bon, sur notre, oui, c'est vraiment ça qui est current, là, c'est ça qui est à date. On a beaucoup d'informations sur notre site web, on est capable de faire des réservations en ligne, tu sais. Puis donc, on commence tranquillement Instagram. C'est parce que, tu sais, on est encore en démarrage, hein, fait qu'on est encore en train de. J'ai encore un bout de G-Prod qu'il faut que je peinture. Là, tu sais. Mais donc, oui, ça serait Facebook. Puis il y a plein de choses qui vont s'en venir intéressantes parce que, ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai parlé de mes deux premières valeurs. La troisième valeur, c'est la créativité expérientielle. Donc, nous, oui, on est des hydromelleries distillateurs, mais ce qu'on vend, c'est pas oui, c'est nos alcools, mais je veux dire, c'est l'expérience qui vient avec. Fait que, donc, oui, là, j'ai parlé que j'avais une ruche d'observation qu'on peut voir, puis j'espère qu'on va être capable de la maintenir l'hiver. Mais on a des ateliers qui vont s'en venir. Fait qu'en groupe de 8-10, tu débarques ici pendant 3-4 heures, puis je ne veux pas vendre encore le punch là, de qu'est-ce qu'on va faire, là, mais ça va être vraiment, vraiment trippant. Là, ouais, vraiment, vraiment trippant. Fait que, donc, créativité expérientielle, c'est une des choses qui nous anime, nous autres, quand on vient ici. Le tour dure 1 heure et quart, puis on fait vraiment le tour de l'abeille à la bouteille, vraiment, c'est quoi les bouteilles, c'est quoi les abeilles en ville, tu sais, puis comment qu'on dit, pourquoi que, pourquoi que les abeilles mâles n'ont pas de père. Bon. Puis plein d'autres légendes, qu'est-ce qui se passait en 20 000 ans avant Jésus-Christ avec la tribu chose là, qui avait découvert du miel, puis leur sac magique. En tout cas, c'est agrémenté là, d'histoires, de légendes, puis de choses le fun que les gens vont retenir, puis il y a plein de monde qui font des découvertes, puis on s'adapte aussi, c'est-à-dire que j'ai des gens qui arrivent ici, puis c'est des apiculteurs, puis fait que là, on passe une chire, puis puis après ça, ben non, du monde des scientifiques, puis j'ai assez de background d'un d'eux pour pouvoir alimenter des discussions de fun. Fait que côté scientifique aussi, côté récupération de chaleur, du côté production, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais on récupère notre chaleur, nous autres. Là. On n'envoie pas notre chaleur au drain, jamais, jamais. Là. Fait que nos batchs, là, j'ai des échangeurs de chaleur surdimensionnés que je pensais, quand je les ai achetés, que je pensais qu'ils étaient en centimètres, finalement, ils étaient en pouces. Là. Parce que je m'en suis rendu compte quand ils ont été livrés. Mais cordonnier mal chaussé. Donc, on récupère la chaleur, on récupère nos produits. L'environnement, pour nous autres, c'est intégré. C'est pas juste du greenwashing. Fait, donc, on explique tout ça, puis on essaye de dire, bon, c'est là qu'on devrait être rendu, tout le monde. Là. Ouais. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas parlé et que tu aurais aimé soulever? Ah, ben écoute, tu sais, on est, nous, une distillerie qu'on peut accéder en train, en autobus, en vélo, à pied, puis après ça, ben, on va faire si on a faim, on traverse la rue, il y a un paquet de restaurants, on peut aller veiller, on peut aller faire sauf qu'il peut en avant, la revanche à côté, tu sais, fait que donc, on fait partie d'une journée d'activité, si on veut, là. Moi, je pense que c'est comme ça que les gens, il faut qu'ils nous voient, là. Venez faire une activité, le fun, qui va durer entre 15 minutes si on fait juste une dégustation, à 3 heures, si on s'accroche les pieds. Et puis, on peut le faire de façon environnementale, si on veut. Puis, côté législation, s'il y a des restos autour, est-ce que tu pourrais aller chercher un permis de bar puis vendre vraiment des cocktails ou tu es menotté puis dire non, c'est juste un quart d'once dans ci, puis Non. Moi, en tant qu'artisan, j'ai la possibilité je vends des cocktails, c'est-à-dire que nous autres, puis ça, c'est une des grosses affaires là, que moi, je n'avais pas prévu autant dans mon plan d'affaires. Le corporatif ou des groupes, là, ils arrivent ici à 20. Là. Moi, j'ai une capacité de
21. Là. Fait que, puis, écoute, ils se calent la pizza, puis tout le monde se pogne des cocktails, puis on laisse ça dans le verre, on pogne la moitié du groupe, on va faire une visite, puis l'autre partie du groupe, tu sais. Fait que, non, c'est vraiment, ben, tu sais, on a le permis de bar, là, de service, mais c'est pas ça qu'on veut être non plus, là, un bar, parce qu'il y en a un paquet de bars, là, fait qu'on n'a pas de barman avec, tu sais, qui pitch les bouteilles en l'air, là, puis mettre des petits parasols dans nos verres, là. Mais on a le service de cocktail pour l'ensemble de nos bouteilles. Puis, tu sais, quelqu'un arrive ici, peut acheter son hydromel, OK, au cost, au produit, au coût du détaillant, là, puis le boire sur place, là, tu sais, on va lui donner des verres, puis il boit, puis il nous laisse la bouteille, puis après, il leur donne son 3 piastres de dépôt, puis donc, c'est aussi convivial que ça, là. Wow! Ben, j'ai vraiment hâte à mon prochain voyage à Québec pour aller vous voir. Ben, bienvenue à tous. Ben, un gros merci. Avec ceux qui ne suivent pas encore, Apicol, APIKOL, allez les liker sur Facebook, suivez-les partout pour être au courant des prochains produits, des prochains projets de Fred. Oui, exact. Ben, merci beaucoup. Merci, Patrick. Bye-bye. Salut tout le monde. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.